Bonjour, bienvenue à ce tirage Tikkun de la nouvelle lune du 13 janvier 2021. Ben voilà, donc c'est le deuxième tirage que je fais et celui-ci s'adresse à la première nouvelle lune de l'année 2021. Alors je vais brièvement évoquer ce que représente pour moi la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est la lune naissante. Après une décroissance depuis la pleine lune, eh bien, le disque lunaire va être progressivement assombri jusqu'à être totalement opaque. Donc la Lune est visible, mais sa surface est totalement assombrie. Et donc, qu'est-ce que ça peut représenter sur le plan symbolique et métaphorique? Bien, une nouvelle Lune, fondamentalement, c'est un point de départ pour une ascension vers la lumière, la pleine lumière que la pleine Lune prochaine va révéler. Et donc, sur l'énergie et la vibration d'une nouvelle lune, eh bien, il y a tout ce que l'on ne peut pas voir, tout ce que l'on ne veut pas voir et tout ce que l'on ne veut pas regarder. Et donc, c'est particulièrement révélateur sur le tirage que je vais vous présenter, puisque ici, je vous propose que nous nous intéressions à ce que nous ne voudrions peut-être pas voir ou regarder. Donc voir, c'est évidemment faire, je dirais, l'occultation de ce qui est visible, mais que l'on prétend ne pas pouvoir amener à notre conscience. Et ne pas regarder, c'est bien entendu détourner le regard, donc détourner les yeux de ce qui est disponible et de ce que nous pourrions a priori envisager de faire pour pouvoir avancer. Donc cette nouvelle lune, elle commence avec des énergies de terre, et les énergies de terre qui, pour Tikkun, représentent la possibilité de manifester des projets, donc de réaliser dans la matière des choses, des projets, des idées qui nous tiennent à cœur, mais donc dans une vibration essentiellement matérielle, et je dirais même matérialiste. Dans la première maison apparaît la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, en première position, qui est la maison de la semaison, donc c'est la maison dans laquelle nous allons semer les graines des projets que nous voulons voir sortir de terre, que nous voulons manifester. L'ermite arrive avec déjà une énergie de maturité, de sagesse. Ce qui veut dire que si l'on regarde un projet dans sa représentation d'affaires, donc business, eh bien, la première étape, c'est où se trouve la carte de l'ermite, ce serait l'idée première et notre capacité à visualiser l'ensemble des étapes qui mèneront du jaillissement de l'étincelle première, cette idée, jusqu'à son accomplissement et donc jusqu'à sa matérialisation. Ici, l'ermite, eh bien, il vient avec une proposition d'introspection, une proposition qui nous amène précisément à regarder avec conscience l'ensemble des échecs, l'ensemble des crises passées, ici en l'occurrence en matière de réalisation matérielle. Et dans mon jeu, l'ermite a la connotation du signe de la Vierge. Donc, en astrologie, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne Tikkun, nous regardons principalement et essentiellement la puissance de l'archétype. Et donc, je ne vais pas m'intéresser à la dimension astrologique, je vais simplement m'intéresser à l'archétype de la Vierge. L'archétype de la Vierge, c'est une capacité de planification. C'est une pensée qui est extrêmement structurée dans la matière. Et donc, dans une certaine mesure, c'est un stratège, un comptable, quelqu'un qui va mettre qui va schématiser, qui va mettre dans, je dirais presque, un plan architecturé, l'ensemble des idées qui vont jaillir pour pouvoir
leur donner la plus grande chance possible de matérialisation. Et donc c'est une énergie qui est extrêmement réfléchie, mais qui réfléchit à la construction d'un projet sur base de l'expérience passée, de l'expérience préalable, et notamment de ce que l'on pourrait appeler nos échecs. Eh bien, si nous avons entrepris un certain nombre de projets et que nous avons le sentiment que ces projets ont échoué, plutôt que de laisser tomber en construisant une idée erronée et faussée sur la base d'une perception d'échec, eh bien, l'ermite va nous inviter à analyser, je dirais presque, les finalités et les causalités de cette perception d'échec pour pouvoir ne plus reproduire le même continuum. Et donc, avec l'ermite, dans la conception d'un projet matériel, nous allons prendre le temps d'analyser. Nous allons prendre le temps d'évaluer pour pouvoir avancer, non pas à reculons comme paraît le faire l'ermite, mais en éclairant notre expérience passée d'une conscience enrichie, d'une conscience améliorée. Ensuite, dans la deuxième maison, qui est la maison de la, je l'appelle la gestation, en fait. Donc, dans cette maison de gestation apparaît l'impératrice. Donc, pendant la période au cours de laquelle l'idée aura été semée et cette idée aura été éclairée par l'expérience consciente et consciencieuse de l'ermite, eh bien, l'impératrice, elle va également mettre en place une stratégie qui est une stratégie plus active que celle de l'ermite, qui est une stratégie décidée. Donc pendant cette période de gestation d'un projet, au cours de laquelle, en général, qu'est-ce qu'on va faire, pour reprendre toujours la métaphore du projet d'entreprise, eh bien, on va élaborer ce qu'on appelle le business plan. Donc on va mettre en place les plans financiers, on va identifier les partenaires potentiels, on va récolter des données sur le marché, on va analyser des données brutes pour pouvoir choisir, je dirais, une interface de production, comparer des prix, veiller à ce que l'approvisionnement soit de la meilleure qualité possible, mais également au meilleur prix possible. Donc ici, en fait, pendant cette période, qui est une période relativement peu productive en termes de résultats, on va voir dans l'énergie de l'impératrice notre capacité à mettre en mouvement notre dimension stratégique pour pouvoir donner toutes les clés de succès au projet qui a été identifié à la période précédente. Donc, en fait, nous n'allons pas nous reposer et nous poser sur les lauriers d'avoir eu l'étincelle d'une idée géniale, le cas échéant. Nous allons agir. Agir de manière très créative, de manière très stratégique, avec la capacité que l'impératrice a de mettre en mouvement autour d'elle tout ce qui va contribuer au succès de son projet. Identifier les bons partenaires, les réunir autour de la table, analyser, planifier, projeter. Ensuite, dans la troisième maison, qui est la maison de la floraison, apparaît le pape. Et donc ici, le pape nous invite à médiatiser l'ensemble des éléments que nous avons mis en place au cours des étapes précédentes. Et donc, on parle fondamentalement d'un marketing, un go-to-market pour ceux qui parlent ce jargon, et une mise sur le marché. Mais pour mettre notre projet, notre produit au monde ou sur le marché, pour lui donner de véritables chances de succès commercial, en l'occurrence, si c'est un projet business, eh bien, nous sommes invités à médiatiser ce projet. Et donc d'être, nous, les propres artisans d'une médiatisation active et objective. L'idée étant de pouvoir communiquer de manière structurée, intelligente et intelligible l'ensemble des composantes du projet pour que ce projet puisse trouver les interfaces qui vont lui donner le succès matériel, commercial que nous envisageons pour lui. Donc on parle d'une véritable médiatisation. C'est très important de reconnaître notre capacité à être communicant et à agir
en matière de communication. Nous pouvons être, le cas échéant, plutôt enclin à ne pas avoir suffisamment confiance dans notre capacité de communication. Alors, le pape peut également nous proposer de faire intervenir des tiers qui auraient l'énergie, le talent communicatif et expressif du pape pour pouvoir transmettre les idées que nous avons à communiquer à l'extérieur. Mais donc, a priori, l'idée serait quand même que nous soyons prioritairement les propres agents de notre communication et de notre médiatisation. Et la dernière étape, qui est l'étape de la récolte, eh bien, elle augure de très bonnes choses, puisque si on reconnaît la vibration solaire et rayonnante de la carte du soleil, eh bien, elle nous apporte les meilleures chances de succès, sous réserve que nous ayons suivi les prérequis ou les prescriptions préalables et que nous ayons, de manière stratégique, pu mettre en place tous les éléments favorables au succès de notre projet. Donc, le Soleil parle également d'association et d'union vertueuse, pas amoureuse ici, même si on peut être symboliquement amoureux de nos associés et de nos partenaires, mais donc de pouvoir reconnaître que nous avons choisi nos partenaires, choisi des partenaires qui enrichissent, embellissent nos projets de leur propre expérience, de leurs propres compétences, pour pouvoir atteindre un summum, et donc une énergie rayonnante qui, avec le soleil, promet a priori une très belle récolte. Voilà, donc ça c'était pour le chapitre Madame Soleil. Et pour cette énergie vibratoire de la matière, où fondamentalement le tirage nous propose d'être tantôt stratège et tantôt médiateur ou communicateur de nos projets pour pouvoir récolter l'énergie rayonnante d'un soleil qui propose une union intérieure et une union extérieure également. Et donc pour faire la synthèse de ces énergies concernant la matière, notre rapport à l'argent, notre rapport à la concrétisation de nos projets, eh bien, je dirais deux choses. La première, c'est qu'il est essentiel, selon moi, de pouvoir faire preuve d'introspection et donc d'intelligence éclairée, lucide, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. C'est ce que propose l'ermite. Donc de considérer notre expérience préalable comme étant le terreau, le socle d'un nouveau départ, de manière éclairée, et avec l'impératrice de faire preuve d'ambition. Et ça aussi c'est très important, parce que l'ensemble du tirage auquel vous allez assister va parler énormément d'ambition personnelle et de confiance en soi. La confiance en soi que nous pouvons, le cas échéant, au gré de notre parcours de vie, abandonner, négliger. Et donc ici, en fait, il s'agit d'être particulièrement ambitieux et de croire dans notre capacité de réaliser ce que nous avons de plus cher et de ne pas abandonner une idée qui est probablement excellente sous prétexte que les expériences préalables n'ont pas abouti. La question est de savoir comment redémarrer un projet. Et donc peut-être que beaucoup d'entre vous ont un rêve de concrétisation, un rêve de matérialisation depuis l'enfance, l'adolescence, ou bien des projets qui sont nés de manière plus tardive, lors de l'âge adulte, et ont abandonné, ou nous aurions abandonné certains de nos projets parce que nos premières expériences nous ont donné à croire ou laissé croire que ces projets n'étaient pas vivables, n'étaient pas viables. Donc voilà, faire preuve de lucidité, d'introspection, d'intelligence, de planification, de stratégie et d'ambition. Parce qu'à la clé, moyennant une médiatisation ad hoc, ou l'association avec de bons partenaires, et les partenaires, ce sont des clients, ce sont des fournisseurs, ce sont des prestataires, ce sont des collaborateurs, et puis ce sont aussi des investisseurs. N'oublions pas que dans la matière, on parle d'argent, et donc en l'occurrence, il y a vraisemblablement un réservoir d'énergie et de ressources disponibles
pour pouvoir mobiliser l'argent et l'utiliser comme une ressource vive, comme une autre finalement. L'argent en fait c'est une énergie, disent beaucoup. Eh bien cette énergie elle est accessible et disponible. C'est très important d'y croire d'une manière détachée et de la solliciter au moment où elle peut se présenter sous une forme ou sous une autre. Voilà, donc ça c'est ce qui va clôturer le tirage des énergies matérielles. Et je vais passer maintenant au tirage des énergies relationnelles et émotionnelles. Dans la première maison, qui est la maison de la rencontre, qui est une maison où nous avons des dispositions altruistes, nous allons nous tourner vers l'autre, nous allons faire un pas vers ceux qui croisent notre route. Et ici, c'est la carte de la lune qui apparaît. Et comme nous sommes dans un tirage de nouvelle lune, pour moi et pour Tikkun, l'accent est mis sur les énergies, la vibration de la lune. La lune apparaît dans cette première maison, la maison de la rencontre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a dans cette maison de rencontre un désir immense. Le désir de rencontrer l'autre, de rencontrer d'autres, et en même temps, ce désir, il est imprégné de peur. La peur que représente la séparation possible, potentielle. Démarrer une relation avec la perspective d'une séparation, c'est probablement la plus mauvaise façon de faire. Car si nous démarrons nos relations avec l'idée préalable que nous allons inévitablement voir naître ou apparaître une séparation en cours de route, eh bien autant ne rien faire. Et c'est ce que la Lune, dans cette maison, propose. C'est de dire qu'il n'y a a priori aucune raison d'envisager la séparation lorsque l'on rencontre l'autre. La séparation n'est de notre point de vue qu'une illusion, déjà, mais par ailleurs, en fait, elle n'est qu'un événement fortuit qui peut apparaître en cours de route et se manifester dans le continuum, dans la logique de nos relations, sans que ce soit un point de mire, sans que ce soit une perspective, un objectif. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous les champions du monde de ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Donc les anglo-saxons parlent de self-fulfilling prophecy. Et donc cette prophétie autoréalisatrice, d'autres disent autoréalisante, c'est le fait que si nous projetons d'emblée quelque chose, eh bien, nous augmentons la probabilité de voir ce quelque chose se réaliser. Et donc, projeter la séparation en ligne de mire, en perspective, dès la première rencontre, c'est lui donner un maximum de chances de réalisation. Parce que nous faisons de manière inconsciente, ou nous ferions de manière inconsciente l'ensemble des choses qui vont inévitablement donner matière, donner corps à cette prophétie. Donc, la Lune nous invite à sortir de cette schématique de projection séparatrice. Nous ne rencontrons pas les gens pour nous en séparer. C'est pas le but premier, c'est pas l'idée sous-jacente à une rencontre. La rencontre, en fait, c'est envisager simplement de cheminer, quelle que soit l'issue de ce cheminement. Donc, il y a également dans cette carte de la Lune, dans cette maison de la rencontre, un idéal, donc un idéal de connexion. Un idéal de connexion qui passe par la contemplation, qui passe par le rêve, qui passe par la visualisation. Et donc, ça aussi, c'est important de considérer. C'est que si tout un chacun ou toute une chacune souhaite activement rencontrer quelqu'un, que ce soit dans un contexte amical, professionnel, associatif, amoureux, eh bien, l'idéal serait
de visualiser les prérequis de cette rencontre. Sur quelle base souhaitons-nous rencontrer autrui? Pour certains, eh bien, ce sera faire ce qu'on appelle des visual mapping, donc fondamentalement dessiner le tableau idéal de la personne que l'on souhaite rencontrer. Donc, certains vont coller des images qui vont représenter l'archétype de la personne à rencontrer, particulièrement dans un contexte amoureux. Pour d'autres, eh bien, ce sera swapper sur Tinder, je pense. Et pourquoi pas? En tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir la capacité de forger en soi cette visualisation préalable. Qui est-ce que je souhaite rencontrer? Quelles seraient ses caractéristiques vives? Quelles sont les motivations premières à mon désir de rencontre? Autant qu'elles soient le plus conscientes possible, parce qu'elles auront alors vraisemblablement les plus grandes chances de concrétisation positive. Et donc la réponse que cette rencontre représentera dans la réalité de notre vie tridimensionnelle correspondra d'autant mieux à notre désir de rencontre. Voilà, donc ça c'est une proposition. La deuxième maison qui met en évidence la carte de la force, eh bien c'est la maison de la codépendance. La codépendance qui est une des grandes thématiques que Tikkun développe, puisque cette codépendance, eh bien, elle est potentiellement préjudiciable à nos relations. Une codépendance, c'est se retrouver moins indépendant, moins autonome dans une relation, et donc se retrouver fondamentalement attaché, cadenassé, lié. On pourrait parler du lien d'ailleurs, parce que le lien, de mon point de vue, eh bien, il peut avoir au moins deux connotations. La première, c'est notre capacité à nouer autant qu'à dénouer. Et donc si un lien, c'est simplement un entremêlement, c'est potentiellement un entrelac d'émotions, particulièrement dans cette zone vibratoire d'énergie relationnelle et émotionnelle. Donc, c'est un entrelac d'émotions. Nous rencontrons quelqu'un qui a son propre passé actif ou passif émotionnel, et nous venons avec le nôtre dans la relation. Et donc, dans cet entrelac, eh bien, peuvent se nouer des liens de codépendance. C'est là où le lien prend sa dimension péjorative, à savoir que le lien, s'il ne peut pas être dénoué, devient inévitablement un attachement. Et donc, souhaitons pouvoir, avec la force, prendre conscience que nos liens peuvent systématiquement nous proposer un dénouement. C'est essentiel, parce que ça va nous permettre également de ne pas avoir à faire de deuil douloureux, de ne pas rentrer dans une dynamique de souffrance émotionnelle, si une relation venait à se dénouer en cours de route. Pourquoi? Parce que nous aurions, dès le départ, identifié que tout lien peut potentiellement se dénouer en cours de route. Que ce soit du fait d'une volonté commune de deux parties à une relation, ou que ce soit le fait de l'une des deux. Donc la force, en fait, c'est une maîtrise. C'est une maîtrise instinctive. C'est une maîtrise de l'esprit sur la passion. C'est une maîtrise de l'esprit sur les crises émotionnelles. Donc, pour sortir de la codépendance, il y a un prérequis avec la force qui est celui d'identifier notre capacité à nous attacher et notre capacité simultanée à maîtriser le dénouement sans passion. Parce que pour passer à l'étape suivante, qui est l'étape de l'individualisme, dans la maison de laquelle rentre l'énergie de l'arcane sans nom, donc cette carte qui est pour certains terrifiante, qui incarne la mort, eh bien, il y a un appel à balayer nos croyances, donc des croyances sur ce que peuvent représenter les attachements. Sur ce que peut représenter préalablement la
codépendance. Donc, si nous avons acquis la maîtrise de notre mental sur notre capacité d'attachement émotionnel et passionnel, eh bien, nous pouvons plus facilement nous délester d'attachements qui sont préjudiciables à notre développement émotionnel et relationnel. Bon, alors ici, avec l'arcane sans nom, donc dans la carte, dans la maison de l'individualisme, ce qui, moi, m'amuse, c'est que nous vivons une période particulièrement tendue. Il suffit de regarder les événements aux États-Unis, avec, je vais en venir d'ailleurs plus tard dans la maison suivante, avec ce que l'on a appelé une tentative de putsch, d'insurrection, de coup d'État, l'invasion du Capitole et toute une série de choses que vous avez peut-être suivies de votre côté. Eh bien, ici, l'individualisme et nos émotions sont relativement bousculées. Bousculées parce que on nous invite à radicalement modifier nos croyances. Donc, changer de paradigme, ça veut dire aussi reconnaître que tout ce en quoi nous avons choisi de croire préalablement peut être bafoué, peut être bouleversé, bousculé, peut être traumatisé dans certains cas. Et il vaut mieux le reconnaître a priori pour pouvoir traverser des moments particulièrement tendus en termes de contexte sociopolitique, socio-économique ambiant, pour traverser avec autant de sagesse et de sérénité que possible des moments troubles. Donc ici, l'individualisme, vous avez vu, emblématiquement, il s'exprime de manière parfois anarchique ou chaotique, même si au départ, aux États-Unis, on parle d'une protestation organisée. Donc c'est d'autant plus délicat que les États-Unis, eh bien, c'est encore, je pense, aujourd'hui la première puissance industrielle, économique, financière et militaire au monde, politique également. Et donc tous les regards sont braqués sur les États-Unis et probablement que beaucoup d'entre nous nous demandons dans quelle mesure cette traînée de poudre ne pourrait pas s'étendre ailleurs dans le monde. Ce qui peut représenter pour certains des angoisses de mort, okay, parce que oui, effectivement, il y a potentiellement des risques de dérapage, que ce soit des tentatives de guerre civile, des micro-révolutions. Donc, certainement, dans le contexte et dans le climat actuel, ça peut faire peur. Et ça fait d'autant plus peur que nous avons encore fraîchement en mémoire des événements traumatiques ou traumatisants. Je pense, il n'y a pas si longtemps que ça, même si la plupart d'entre nous ne les avons pas vécus, sauf peut-être nos aînés, la Seconde Guerre mondiale. Et puis, si on remonte pas plus loin que 1968, il y a eu des velléités de révolution. On a lancé des pavés dans les rues de Paris et partout en France. Je pense qu'il y a eu d'ailleurs des tentatives en dehors de la France. Il y a eu également l'épisode des Gilets jaunes, qui a, à mon sens, représenté une épreuve traumatisante au minimum en France, hein, et je pense qu'ils en gardent d'ailleurs encore et toujours les cicatrices. Donc voilà, il y a cet état ambiant de peur, de bouleversement de nos institutions au travers de manifestations individuelles, erratiques, chaotiques, anarchiques, qui traînent dans l'air et dans les énergies présentes. Donc, eh bien, si l'on regarde positivement l'arcane sans nom, on peut reconnaître que l'idéal serait pour nous de reconsidérer nos croyances, nos paradigmes, et d'adopter une attitude transformée. Donc de reconnaître notre capacité à transformer nos croyances pour pouvoir embrasser les croyances d'autrui sans nécessairement avoir besoin de rentrer dans un conflit armé ouvert, a fortiori lorsque l'on parle de dualité, lorsque l'on parle de clivage. Et Dieu sait si l'année 2020 a porté en elle une masse exceptionnellement élevée de clivage. Vous êtes pro-vaccin, vous êtes anti-vaccin, et entre les deux, il n'y a pas de masse de place, quoi.
vous êtes pro-Trump, vous êtes anti-Trump, et ainsi de suite. Donc voilà, moi c'est ce que je vois. Et donc ici, plutôt que de proposer un scénario apocalyptique, Tikkun va proposer notre capacité à modifier nos croyances, à modifier nos perspectives de croyances avec lucidité et conscience, et peut-être plutôt reconnaître que la dualité est une part inhérente à notre humanité et qu'il vaut mieux l'embrasser, reconnaître même notre capacité à changer de bord, parce que finalement, eh bien, on peut être un jour bleu et le lendemain rouge. Ça s'est vu, il y a des retournements de veste sans qu'on leur attribue une connotation péjorative, mais nous avons la capacité de changer de paradigme et de croyance. Et donc, nous pouvons en fait reconnaître que notre croyance, elle est simultanément, elle fait simultanément l'objet de l'émergence ou de l'existence de la croyance opposée sans qu'il y ait immédiatement besoin de rentrer en conflit. Ça, finalement, c'est l'idéal. Et donc voilà, vous voyez par exemple l'arcane sans nom, c'est intéressant parce qu'au sol, le sol, la terre, elle est noire comme si elle avait été brûlée. Mais donc, si elle est noire, il y a d'ailleurs des pousses bleues, on les voit émerger de la terre, c'est qu'elle est déjà dans une pleine potentialité de fertilité, et donc de renaissance et de transformation. C'est une énergie qui est très, très saturnienne, ou plutonienne pour certains. Bon, pour moi, elle est associée à Saturne, et donc qui prépare à la fois à une dimension structurante et structurée, mais qui appelle à un changement radical. Les têtes au sol, bon, ce sont les têtes des princes et des rois et des monarques qui auraient été coupées et que la faucheuse balaye de sa faucille, de sa faux, pour simplement reconnaître qu'un régime peut faire place à un autre. L'idéal serait qu'il se fasse dans la douceur et dans la pacification. Il y a eu des révolutions pacifiques. Je pense notamment à la révolution des œillets, il me semble que c'est la révolution portugaise. Et donc, la révolution n'implique pas nécessairement le conflit armé, ni le versement de sang, mais elle passe par un renouvellement de nos paradigmes, de nos croyances. Et donc, accepter qu'un régime puisse disparaître pour pouvoir donner naissance à un régime différent, qui connaîtra ses dérives, ses dérapages, mais qui peut-être, au moment où il va émerger, va porter en lui tous les espoirs d'un renouveau, d'une renaissance et de prospérité. La maison juste au-dessus, donc la maison de l'indépendance, mais également de l'interdépendance, voit apparaître la maison de Dieu. La maison de Dieu, eh bien, elle vient culminer l'énergie précédente de l'arcane sans nom, puisqu'elle propose un bouleversement. Bouleversement ici au niveau de notre rapport à l'interdépendance. Et donc on est inévitablement dans la perspective de notre rapport aux institutions, de notre rapport à la vie communautaire. Comment est-ce que nous pouvons vivre ensemble malgré nos différences? Ici, l'énergie ambiante de cette nouvelle lune, et elle est appelée à évoluer, donc c'est une énergie qui est statique, enfin, ou plutôt elle est dynamique, mais elle est ponctuelle. Et donc, avec la maison de Dieu, on va être probablement confronté à des changements radicaux, des changements impromptus, ce que l'on pourrait appeler presque une intervention divine, Deus ex machina. Les choses se passent malgré nous. C'est également une maison où l'ego est complètement éclaté. Et donc oui, aujourd'hui, les velléités individuelles et individualistes, eh bien, elles se trouvent simultanément confrontées aux besoins collectifs. Prenons l'exemple de cette campagne de vaccination qui est mondiale, elle n'est pas isolée, à la francophonie, puisque mes tirages sont en français. Eh bien, on voit effectivement se présenter toute une série d'opportunités, d'options, de possibilités, mais simultanément de peurs farouches par rapport aux conséquences possibles, au rythme, à la dynamique, à la vitesse à laquelle les choses se font,
sans que l'on soit préparé à un renouveau, et donc il y a énormément de tensions. Eh bien, ici, la Maison de Dieu, elle vient nous proposer de sortir de chez nous, et donc d'aller dans le monde sans attendre qu'il y ait un écroulement virtuel, symbolique ou objectif des institutions, de notre cadre de vie. Et donc, nous devrions être idéalement les ambassadeurs de notre désir de changement, de notre désir de renouveau, pour pouvoir vivre harmonieusement dans une interdépendance qui soit pacifiée, qui soit apaisée de toutes nos tentations de conflit. Et donc, moi je le répète, je l'ai déjà dit dans le tirage précédent, tant que l'on verra des gens s'exprimer de manière radicale par rapport à une thématique, je reprends la thématique du vaccin, hein, et donc pour, contre, en fait, très sincèrement, moi ça m'est tout à fait égal. La seule chose qui m'importe, c'est que l'on puisse reconnaître le libre arbitre de tout un chacun. Et puis, bien entendu, également, notre capacité à nous projeter dans un avenir collectif, une société humaine où nous prenons compte, où nous tenons compte de l'autre, mais sans que ça devienne un impératif incontournable, pour ne pas sombrer dans des dérives que certains romans d'anticipation ont proposées, projetées, et qui représentent pour tout un chacun soit des peurs ataviques, soit des tentations. Donc voilà, c'est un tirage assez délicat parce qu'effectivement ici nos émotions, je vous l'ai dit, elles sont secouées, elles sont choquées, et soyons de manière aussi consciente que possible maîtres de nos émotions, pour pouvoir appréhender notre relation à l'autre de façon consciente, de façon lucide et respectueuse. Et Dieu, la Maison de Dieu, c'est ce qui va advenir dans les semaines et les mois qui viennent. Mais nous sommes très nombreux à aspirer à un renouveau et à pouvoir sortir de chez nous, donc sortir de ce confinement qui pour l'instant semble interminable, pour pouvoir rencontrer l'autre et recommencer à vivre en société sans avoir peur de nos interactions. Ensuite, je vais passer dans les énergies de notre vie créative et de notre vie sexuelle. Et donc ici, c'est très intéressant parce que, à l'exception de la première maison dans laquelle vous voyez apparaître la carte numéro 20 du jugement, eh bien, toutes les autres cartes, donc les 3 autres maisons, sont exactement les mêmes que celles qui ont été présentées lors de la pleine lune précédente. Pour moi, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui doit encore être travaillé et opéré chez la grande majorité d'entre nous. Alors, ce qui veut dire qu'en fait, l'enseignement n'a pas encore pris, n'a pas encore été intégré, et que donc nous sommes invités à repasser, à revisiter quelque chose duquel ou de laquelle nous ne sommes pas encore sortis. Dans la première maison, qui est la maison de, je dirais, la prière, donc l'expression d'un désir, eh bien, apparaît la carte numéro 20 du jugement. Donc le jugement, c'est une carte de révélation. C'est aussi un désir profond de rencontre. Et donc, il y a ici, chez beaucoup d'entre nous, j'en fais partie, un désir de pouvoir me reconnecter, de pouvoir nous reconnecter aux autres. Donc, la carte du jugement, c'est aussi l'intervention du tiers. Alors, symboliquement, puisque le tarot, il est riche de toute une série d'enseignements et de symboles, on voit apparaître cet ange dans le ciel, au-dessus de 3 protagonistes. Eh bien, on peut y voir toute une série de choses. L'ange, ça pourrait être l'ange Gabriel. L'ange Gabriel qui vient annoncer, qui vient porter un message
un message qui lui est transmis symboliquement par Dieu, attention ici, on n'est pas du tout à rentrer dans des considérations religieuses. Je vais uniquement regarder la puissance symbolique de l'archétype. Dieu étant un archétype. Pour certains, c'est Dieu, pour d'autres, c'est le grand architecte, pour les troisièmes, c'est Allah, pour d'autres, c'est Bouddha. Et donc, soit. C'est cette puissance qui nous échappe, que l'on pourrait appeler tantôt la vie, l'univers, le cosmos, ce qui nous dépasse, ce que nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas comprendre. Eh bien, il y a Gabriel qui vient porter un message, ce message étant transmis directement par une force dont la puissance nous dépasse, peut-être la force de cohésion universelle. Et donc, il porte un message, et c'est un message qui peut être à la fois porteur d'espoir, mais également un avertissement. Entre guillemets, attention, écoutez. Et donc, on voit en dessous ces trois personnages qui ont l'air dévots, puisqu'ils sont les mains jointes presque dans une position de prière, et rappelez-vous, c'est la maison de la prière, et donc ils sont à l'écoute, ils sont prêts à recevoir ce message. Et donc ce message, en fait, c'est un rappel, pas à l'ordre, mais un rappel à notre intégrité, à notre vérité. Parce que le jugement, si l'on s'intéresse au langage des oiseaux, le jugement décomposé, c'est le jugement. Celui qui juge ment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos jugements, notre capacité à catégoriser, notre capacité à exclure, notre capacité à juger de manière automatique ou spontanée, eh bien on nous rappelle que ce jugement doit être éclairé d'une vérité, une vérité intérieure, mais pas une vérité travestie, pas une vérité dans laquelle nous nous complaisons, pas une vérité condescendante, pas une vérité intéressée, pas une vérité qui soit animée par des dispositions intéressées, des dispositions où seul l'intérêt égoïste de l'individu, au détriment d'autrui, va prévaloir. Ce n'est pas ça. En fait, cette vérité, elle doit être préalablement éclairée. C'est la raison pour laquelle elle est éclairée ici symboliquement par cet ange. Et donc, lorsque le message, lorsque cette vérité est reçue et intégrée, naît un tiers. Le personnage qui de dos apparaît en couleur bleu clair. Ce tiers, ça peut être une naissance, ça peut être une renaissance, ça peut être une réconciliation, ça peut être également une résurrection. La résurrection veut dire que quelque chose que nous aurions enterré pourrait renaître de ses cendres comme un phénix. Et donc c'est un message d'espoir extraordinaire, ce qui veut dire que la vie, elle ne s'arrête jamais, que rien n'est jamais fondamentalement mort, que nous ne pouvons pas définitivement enterrer, tuer, voire mourir quelque chose qui a à un moment donné été essentiel dans notre construction, dans notre cheminement. Donc ici, c'est un désir de rencontre qui est extrêmement puissant, ce qui veut dire aussi que nous sommes vraisemblablement nombreuses et nombreux à désirer rencontrer quelqu'un, quelqu'une, et je ne parle pas strictement d'amour. Donc ici, ce sont des rencontres qui sont des rencontres essentielles, qui sont des rencontres fondamentales, qui sont des rencontres fédératrices. Peut-être que c'est le cas de toutes nos rencontres d'ailleurs. Parce que même si nous pensons avoir rencontré les mauvaises personnes à un moment donné de notre parcours de vie, en fait, chacune des personnes que nous rencontrons, à un moment donné, est un maître pour nous. C'est difficile à accepter lorsque l'on voit apparaître des gens que l'on aimerait considérer comme étant des crapules, des ordures, des personnes néfastes. Eh bien, paradoxalement, toutes ces rencontres sont porteuses d'un enseignement miraculeux. Le miracle de la résurrection. C'est difficile à considérer, c'est difficile à reconnaître que des personnes que nous avons à un moment donné aimées et puis peut-être détestées, en fait, sont des personnes qui nous ont apporté un message salutaire pour nous.
Il vaut mieux le considérer comme ça, parce que sinon on n'avance pas. Et on construit nos relations et notre cheminement sur base de rancœur, de rancune. Et la seule chose qui peut nous motiver, le cas échéant, c'est le désir de revanche ou de vengeance. Eh bien, il y a mieux que ça. Il y a beaucoup plus lumineux que ça. La deuxième maison, eh bien, c'est toujours l'empereur qui nous parle d'acquérir l'empire de nos sens, l'empire de notre sensualité. Et donc, je ne sais pas ce qui se passe pour l'instant, mais je sens, en tout cas c'est compréhensible et c'est palpable, que les sens sont mis à mal. Les sens sont mis à mal puisque notre sensualité, d'une manière globale, eh bien, elle est réduite pour certains à une peau de chagrin et pour d'autres peut-être à simplement une débauche ou une libération d'impulsion ou de pulsion. Les sens, hein, c'est simplement verser à une sensorialité ou une sensualité qui, lorsqu'elle est débordante, eh bien, mène à des excès. Pour certains, ça va être la nourriture, pour d'autres, la boisson, pour les tiers, ça va être le sexe. Et donc, la question, c'est comment trouvons-nous un équilibre entre l'ascèse absolue et la débauche? Et il y a un juste milieu. Et bien, ce juste milieu, c'est l'empereur qui nous propose. Il nous propose d'acquérir l'empire. Donc l'empire, c'est fondamentalement une énergie qui, à la fois dans la matière, va ramener une conscience mentale. Et donc une capacité à mentaliser, à conscientiser, à intellectualiser notre rapport à la matière ici, à la sensorialité, à la sensualité. Et donc, il appelle à plus de stabilité. Il appelle à une sécurité aussi. Donc, soyons prudents, soyons raisonnables. Veillons à ne pas céder à nos penchants de manière anarchique. Ce qui ne veut pas dire qu'en fait, il y a lieu de se priver de ça. C'est simplement reconsidérer notre rapport à la sensualité pour qu'il soit épanoui, pour qu'il soit stable. Donc, voilà, l'empereur, il porte son message pour la deuxième fois, ce qui veut dire que pour ceux et celles à qui cela parlera, eh bien, nous sommes invités à acquérir une plus grande maîtrise, donc peut-être par la discipline. Et donc la discipline va nous inviter, le cas échéant, à pratiquer le tantra. Le tantra étant, en fait, pas strictement ou exclusivement sa version érotisée. En fait, le tantra, c'est tisser avec soi-même et tisser avec l'autre. Ce qui veut dire aussi, c'est rentrer en connexion, en contact, en relation, fortiori sensuelle et sensorielle avec l'autre, de manière respectueuse. On construit ensemble. La troisième carte qui apparaît dans la maison de la sexualité, donc du désir créatif absolu, c'est à nouveau, comme la fois précédente, la carte de l'étoile qui nous rappelle que nous sommes venus sur Terre avec, peut-être, pour la grande majorité d'entre nous, une intention, une intuition, une mission, et donc un désir d'accomplissement. Et tant que nous passons à côté de ce désir d'accomplissement, eh bien, l'étoile vient nous rappeler que nous avons quelque chose à réaliser pour nous et pour la collectivité. Et que passer à côté, c'est fondamentalement repartir pour un tour dans cette vie, et ou pour ceux et celles qui y croiraient le cas échéant, dans une autre vie. Donc l'étoile nous invite à rentrer en nous, écouter dans notre corporalité, notre désir d'accomplissement. Donc ici, dans la maison de la créativité, c'est soyons l'expression de notre créativité d'essence. Reconnaissons que nous avons peut-être un jour émis un vœu de réalisation, un vœu d'accomplissement. C'est souvent en fait ce vœu que l'enfant aura formulé, ce petit garçon qui aura dit « je veux être pompier, policier », ce sont les grands paradigmes ou les grands clichés, mais ici ils ont de la valeur. Ou cette petite fille qui aura souhaité être princesse. C'est idiot ce que je dis, mais je reparle toujours du paradigme, du stéréotype, c'est-à-dire qu'il y a une vocation. Okay, en sachant que le petit garçon et la petite fille peuvent avoir souhaité guérir, peuvent avoir souhaité connecter, peuvent avoir souhaité créer, peuvent avoir souhaité apporter de la joie. Et donc la dernière maison, eh bien,
comme la fois passée, c'est l'amoureux qui apparaît, et donc ça c'est la maison du magnétisme, et donc la maison du magnétisme nous rappelle que tant que nous ne sommes pas choisis, tant que nous n'avons pas fait le choix de nous accomplir tel que notre essence intime, notre intuition profonde nous le prescrit, réaliser ce désir d'enfant, ou d'adolescent, ou d'adulte, eh bien, nous sommes invités à refaire le choix de nous-mêmes. Et donc de ne pas systématiquement, entre guillemets, nous sacrifier à notre détriment et au détriment de toutes les parties à nos relations. Parce que fondamentalement, quand on ne fait pas le choix de soi-même, à un moment donné, eh bien, arrivent des frustrations ou de l'amertume, et inévitablement, nous mettons en place les mécanismes de sabotage qui portent plus préjudice que le contraire. Voilà, et donc ça c'est pour clôturer cette maison de la créativité et de la sexualité, donc beaucoup d'enseignements qui nous amènent à revisiter les énergies de la pleine lune et qui nous invitent à acquérir la maîtrise de notre sensualité pour rentrer dans une dimension de construction, de co-création, de tissage, de tantra, de tantrisme, au sens absolu du terme. Le tantra, c'est aussi une respiration. Et à faire le choix de nous-mêmes. Et donc à ne plus passer à côté de cet appel, de cette vocation, qui est doublée à la fois par la carte du jugement et par la carte de l'étoile. En sachant également que le jugement nous appelle à une vérité. C'est donc parler vrai, exprimer notre intégrité. Et ne pas proférer des paroles qui soient déguisées ou travesties par le prisme, au travers du prisme de notre intérêt individualiste. Voilà. La quatrième zone d'énergie, qui sont les énergies mentales, voit dans la première maison apparaître, comme la fois précédente, la carte de la tempérance. La carte de la tempérance qui nous dit que nous avons encore besoin de guérir notre peur de la mort. On en est toujours là, et ça ne m'étonne pas, puisque, avec les différents appels publics, politiques et privés en matière de vaccination, par exemple, eh bien, il y a beaucoup de tensions qui est probablement majoritairement conditionnée par la peur de la mort. On a peur de mourir, c'est sûr, et la tempérance vient nous dire que la mort n'est qu'une étape, la mort n'est qu'un passage, a fortiori lorsqu'il s'agit de faire des deuils symboliques. Et donc il est peut-être temps pour nous tous et pour nous toutes de faire le deuil de notre peur de la mort, de reconnaître que nous sommes tous mortels et mortels et appelés à mourir sous une forme ou une autre pour pouvoir renaître symboliquement, a fortiori lorsque, au travers de notre parcours de vie, eh bien, nous avons à faire toute une série de deuils. Voilà, donc la carte numéro 7, le chariot, apparaît dans la maison suivante, dans la maison de la guérison. Et donc ici, eh bien, pour donner suite à la carte de la tempérance, eh bien, nous sommes appelés à agir, et donc à être maintenant les propres promoteurs de notre guérison, de notre auto-guérison, notre capacité de guérison. Donc pour certains, ce sera via l'apport d'un artefact extérieur, et c'est parfaitement juste si ça leur correspond, et pour d'autres, ce sera révéler leur capacité d'auto-guérison. Une capacité d'auto-guérison qui passe par une conscientisation de ce pouvoir que nous avons. Ce qui veut dire qu'aussi, eh bien, nous avons toutes les bonnes raisons d'agir au quotidien pour renforcer notre capacité à guérir. Bon, ici, il y a les guérisons dites physiques qui sont probablement dans la plupart des cas des symptômes, mais il y a des guérisons à faire qui sont plus profondes, qui sont des guérisons de blessures émotionnelles, des guérisons de blessures physiques et d'autres peut-être passionnelles. Donc voilà, le chariot nous invite à être acteurs et actrices de cette guérison, et donc de prendre en main notre désir de guérir de nos blessures. Ça peut vouloir dire, bien entendu, de choisir
le biais de notre alimentation, choisir le biais de notre médication, de choisir de manière consciente les activités physiques que nous allons entreprendre pour pouvoir prendre soin de nous. Parce que finalement, en fait, guérir et auto-guérir, c'est d'abord d'être attentif à notre capacité de prendre soin de soi et prendre soin des autres. Dans la troisième maison, qui est la maison de l'Éros, apparaît la carte du mât. Eh bien, le mât, c'est la libération. La libération de désir, d'érotisme, sous toutes ses formes. De nouveau, l'érotisme, c'est très complexe. Et l'érotisation, eh bien, elle apparaît dès le premier âge. En fait, les bébés sont érotisés. J'ai entendu un très beau message d'une dame qui, je pense, est pédopsychiatre et qui disait que, eh bien, il est reconnu, notamment Françoise Dolto l'a dit depuis le début, le bébé pratique l'auto-érotisme. Voilà, simplement dit, la masturbation, elle est présente chez les bébés. Toutes les mamans le savent, en tout cas celles qui sont attentives et conscientes du développement de leur enfant le voient et le savent. Et il n'y a pas de jugement à avoir, c'est tout à fait normal. Donc dans une période où, a priori, on ne rencontre pas grand monde, peut-être que Tinder n'a jamais été aussi actif pour certains que pour d'autres, moi, ce n'est pas le cas, mais voilà, soit. Et donc, ici, l'auto-érotisme, il est parfaitement salutaire. La question est de savoir comment est-ce qu'on lui donne expression, comment est-ce qu'on l'exprime, idéalement de façon douce, aimante et poétique. Et puis, si ce n'est pas le cas, soit. Et donc, voilà, cette dame, elle disait aussi que la naissance du désir et l'expression du désir dans l'auto-érotisme, dans la masturbation, passe par la fantasmagorie. La fantasmagorie, c'est magnifique, c'est notre capacité à imaginer des choses sans que ces choses soient nécessairement matérialisées, manifestées. Et elle disait, cette dame, j'ai oublié son nom, et j'en suis désolé, elle disait que la beauté de ce fantasme, de notre capacité à fantasmer, c'est que nous n'avons pas besoin de donner corps à ce fantasme pour qu'il soit érotisant. Et donc, pour qu'il nous permette de prendre soin de nous dans notre libido, dans notre désir charnel, dans notre capacité à apporter du plaisir, que ce soit pour certains pour une satisfaction immédiate, pour d'autres la récompense d'un effort accompli, et pour certains simplement l'expérimentation de la sensualité. Voilà, donc une liberté, mais une liberté consciente, une liberté où l'instinct suit la conscience et pas l'inverse. Et puis dans la dernière maison, qui est la maison de l'ego, apparaît le diable qui lui, eh bien, vient nous parler d'attachement à nos dérives narcissiques, égaux, et qui nous propose de nous en détacher pour ne pas l'exercer avec un pouvoir qui serait manipulatoire et qui serait écrasant, puisque la tentation, eh bien, le diable, il la porte en lui, hein, mais il ne nous tente que pour nous proposer de nous libérer de notre attachement. Donc, ici, le diable vient nous proposer simplement de considérer nos attachements égotiques, nos dérives narcissiques, nos tentations manipulatoires, nos besoins de pouvoir, pour pouvoir nous en détacher et reconnaître notre capacité à rentrer en relation dans le détachement, sans abandonner notre puissance personnelle que le diable porte à l'image du flambeau ou de la torche qu'il tient dans la main gauche et qui représente la lumière de notre conscience lorsqu'elle vient éclairer les ténèbres de nos pulsions, de nos dérives, de nos intoxications pour pouvoir nous en libérer. Et donc il y a un merveilleux message de conscience, puisque ici on est vraiment dans une énergie qui est très mentale, très intellectuelle, c'est cérébral en fait, c'est toute la cérébralité de notre rapport aux émotions, à la matière, à la créativité et passion, et même à notre puissance
à notre supériorité, ce que beaucoup d'êtres humains voudraient voir, par rapport à l'ensemble et au reste du monde vivant. Je vais maintenant rentrer dans le cœur de Tikkun, qui est le centre vert, donc les énergies qui touchent à la spiritualité, et les énergies qui touchent également à l'accomplissement, à l'individuation, dont j'ai déjà parlé, qui est un terme qui est cher à Jung. Donc l'individuation, c'est lorsque un individu est entré en parfaite synchronisation avec sa nature, et où lorsque son intériorité eh bien, est le reflet de ce qui est extérieur à lui ou à elle. Et donc cette individuation, c'est en fait une symbiose parfaite de l'individu avec son environnement. C'est ce qui est mon essence se reflète à l'extérieur. Je suis amour, et l'amour se voit dans l'ensemble de mes relations que je porte avec les autres. Je suis abondance, et je suis abondance intérieure, mais je suis également abondance dans l'ensemble de ce que je réalise dans mon existence, dans mes relations à l'autre et dans la matière. Donc dans la première maison apparaît la justice qui dans cette maison de la vocation nous propose, ou de l'insémination, c'est nous inséminons nous-mêmes pour nous mettre au monde, nous propose ici de faire preuve de discipline, d'être capable de porter notre conscience mentale dans notre désir ou vers notre désir d'accomplissement personnel, d'être capable également de faire des choix, de trancher, comme le fait la justice avec son épée, et de mettre en balance le pour et le contre de toute chose, sans nécessairement avoir besoin de jeter l'un au profit de l'autre. Il n'y a pas de dynamique détrimentaire ici. La dynamique, elle est harmonieuse, elle est harmonisante ou harmonisatrice. Et c'est ce que nous propose la justice, c'est de reconnaître que notre désir d'accomplissement passera par une reconnaissance consciente, notre capacité d'identifier qu'il est temps pour nous aujourd'hui de nous réaliser, de faire nos propres choix. Dans la deuxième maison, qui est la maison de la séparation, apparaît le pendu qui se met la tête à l'envers et qui se met la tête à l'envers pour pouvoir regarder les étoiles et donc le cosmos. Ici, donc, il y a un appel à non pas une dynamique sacrificielle comme pourrait le proposer la virtualité du pendu, mais plutôt une dynamique de contemplation. Contemplation où nous allons pouvoir, dans la maison de la séparation, regarder notre dualité de manière contemplative, être l'observateur, l'objecteur de notre propre conscience, pour pouvoir identifier que nos clivages ne sont rien d'autre que l'appropriation d'une croyance à un moment donné, et nous donner la possibilité de faire évoluer cette croyance, sans nécessairement avoir ni à la rejeter, ni à rejeter la croyance opposée. Donc c'est une carte qui est extrêmement positive, elle est très magnétique également. Donc c'est la possibilité de reconsidérer notre analyse de la séparation physique par exemple, pour magnétiquement attirer à nous ce que nous pensions être séparé de nous. Et donc voir renaître ou réapparaître, le cas échéant, quelque chose qui, à nos yeux, était mort. Pour que cette illusion de séparation disparaisse et que nous reconnaissions que nous sommes tous connectés, que nous sommes tous liés, au sens où nous pouvons nous lier et dénouer nos liens. Dans la troisième maison apparaît le magicien, le battleur, et donc cette maison qui est la maison de l'union nous invite à reconnaître notre pleine potentialité. Il est temps, je parlais de confiance en soi, je parlais d'ambition personnelle, il est temps en fait de reconsidérer nos talents et de pouvoir les regarder en face pour se dire j'ai plein de talents, je suis pourri de talents. Même ceux et celles qui ont le moins confiance en eux,
euh, sont invités à se regarder dans toute leur beauté, dans toute leur potentialité. Un talent, c'est quelque chose d'extrêmement subtil. C'est plus facile de façon, je dirais, de façon objective de considérer le talent au travers de la réalisation ou d'une œuvre. On va dire plus facilement que tel artiste, je vais prendre l'exemple de Pablo Picasso, est bourré de talent. Et puis quelqu'un qui se comparerait à Picasso va dire « Eh bien moi je n'en ai pas ». Probablement que ce talent n'est pas le même et que personne n'aura le talent de Pablo Picasso puisque Pablo Picasso est le seul à avoir disposé de son talent et bien d'autres évidemment. Et donc le talent c'est quelque chose qui est extrêmement personnel et extrêmement subtil. Et c'est très subjectif ou c'est très relatif. Et donc nous sommes invités à faire preuve d'ambition personnelle et à reconnaître notre potentialité et nos talents. Et à ne plus les mettre de côté ou les balayer. Regardez, le magicien, il a sur sa table, sur son établi, il a toutes les potentialités de la matière, des émotions, de la créativité, de la passion et du mental. Nous avons tous, chacun à notre portée, chacun avec notre disposition de naissance, des talents illimités. Le moment est venu pour nous de les reconnaître, de faire l'union avec nos talents. Et il y a une amie qui a mis en place un système magnifique qui s'appelle les étincelles de vie. Elle s'appelle Deborah Waknin. Et Deborah parle dans sa dynamique d'étincelles, elle ne parle que de talent. Et au travers de ces étincelles, je vous invite à aller consulter le travail de Deborah Waknin, W-A-K-N-I-N-E. Dans ces étincelles de vie, elle propose à chacune et à chacun de se reconnecter à un talent inné, à une essence créative illimitée. Eh bien, c'est la même chose que nous propose ici le magicien. Donc, finalement, en fait, c'est sortir d'une modestie préjudiciable, rester dans l'humilité de notre capacité talentueuse, parce que c'est important de la ramener à notre propre expérience, mais la reconnaître avant tout. Nous sommes toutes et tous invités à accomplir quelque chose d'exceptionnel, chacun à son niveau. On ne doit pas être un homme ou une femme publique, avoir 10 millions de vues sur une page Facebook ou YouTube, ou avoir une communauté d'Instagrammeurs ou d'Instagrammeuses de plusieurs millions d'individus pour être reconnus dans nos talents. Pour certains, le talent en fait se valorise à la maison. Il y a des gens, il y a des hommes et des femmes qui sont des parents et des parents, donc des pères et des mères extrêmement doués. Et ça, c'est leur talent. Et si c'est leur seul talent, c'est déjà le plus beau talent au monde. Et puis, dans la dernière maison de cette énergie d'amour et de spiritualité ou d'individuation, apparaît le monde. Donc, le monde qui, la quinzaine passée, était dans sa maison native, donc il était dans la maison de l'éveil, et bien l'éveil descend ici, dans la maison de la révélation. Et donc, il y a une continuité, une logique parfaite dans ce tirage. C'est-à-dire que lorsque nous aurions enfin reconnu notre pleine potentialité et notre talent, aussi relatif soit-il à notre propre échelle, l'éveil, c'est la révélation qui va nous permettre de nous mettre au monde et d'accomplir ce talent à notre niveau, à notre échelle, à notre portée, pour qu'il puisse bénéficier à tous ceux qui nous entourent et à toutes celles et tous ceux que nous allons rencontrer sur notre parcours de vie. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. Au-dessus apparaît dans la maison de l'éveil la papesse. Et donc ici, qu'est-ce que la papesse nous dit? C'est que les conditions de notre éveil pour ceux qui sont en quête de cet éveil sont de rentrer dans une informatisation, si vous souhaitez, dans une instruction. L'instruction, c'est être autodidacte. C'est enrichir son expérience, sa connaissance et sa compréhension du monde de lecture, d'informations qui soient instruites, instructives.
Ce qui veut dire que l'éveil peut passer dans cette période par une autodiscipline. Retourner à ce que nous aimons apprendre. Libérer notre capacité d'autodidacte, donc d'auto-apprentissage, en choisissant les médias qui nous conviennent. Pour certains, ce seront des cours en ligne, pour d'autres, ce seront des capsules vidéo, pour des tiers, ce sera peut-être de la lecture. Et la lecture, ça peut être les romans, ça peut être des essais, ça peut être des ouvrages scientifiques, doctes, philosophiques, etc. Donc c'est retourner à l'étude de ce qui nous tient le plus à cœur. Et reconnaître que ce qui nous tient le plus à cœur, eh bien, nous n'avons pas à le laisser dans un livre fermé dans une bibliothèque. Nous pouvons, comme la papesse, l'ouvrir sur nos genoux, quelles que soient les modalités de cet apprentissage. Elle nous conduit à l'éveil. Et lorsque l'éveil a été déclenché, vient la dernière carte de Tikkun pour cette nouvelle lune, qui est la carte numéro 10 de la route fortune, qui propose une prospérité, une abondance dans un véritable lâcher-prise. Et comme c'est la maison du sommeil dans laquelle elle apparaît, cette carte de la route fortune, eh bien, elle nous invite à lâcher prise absolument, d'être capable d'aller nous coucher le soir, débarrassés de nos soucis de la journée, pour que le sommeil soit, en l'occurrence, totalement réparateur et que nous puissions avancer, à l'instar du chariot, dans notre capacité d'auto-guérison avec un lâcher-prise absolu. Parce que lorsque nous dormons bien, eh bien, nous nous portons beaucoup mieux. Plus le sommeil est réparateur et plus l'individu est en bonne santé. Donc aller se coucher avec beaucoup d'anxiété, de soucis et la peur au ventre, c'est pas la meilleure façon d'envisager l'auto-guérison. Donc, la route fortune nous propose la fortune sous réserve que nous acceptions de lâcher prise. Et donc, de déposer au vestiaire nos soucis, nos tracas, notre anxiété, nos peurs. Elles reviendront probablement avec la lumière du jour et c'est OK. Nous aurons les outils pour pouvoir leur faire face. Mais la nuit venue, acceptons de nous plonger sous la couette avec la plus grande quiétude possible. Voilà, ce sont des enseignements qui sont peut-être extrêmement triviaux pour certains, et tant mieux d'ailleurs, parce que s'ils sont triviaux, c'est qu'ils sont compréhensibles. Et s'ils sont compréhensibles, ils sont accessibles. Et donc voilà, peut-être que cet enseignement, en fait, je le professe uniquement pour moi-même, et tant mieux, parce que ça me permet également de les intégrer, et de vous proposer le meilleur pour la quinzaine qui vient, puisque dans 15 jours, on aura un autre tirage pour la prochaine pleine lune. Et j'ai regardé, eh bien, les cartes qui sortiront sont a priori différentes à certains niveaux, donc on ne va pas avoir autant de répétitions qu'on en a vu déjà ici, ce qui est plutôt bon signe, ce qui veut dire que si nous avons intégré les enseignements qui sont proposés par ce tirage de cette nouvelle lune, eh bien, nous allons pouvoir avancer avec d'autres propositions pour continuer à nous accomplir, à nous épanouir et aller davantage vers nous-mêmes. Merci d'avoir été présent, merci d'avoir assisté. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il va vous parler. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.